Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va voir un effet de texture, qui a un rapport avec la lumière. Alors on a déjà vu un effet un petit peu similaire, on a déjà vu dans une vidéo réponse aux questions la diffusion sous-surfacique. J'ai expliqué ça un petit peu de long en large. La diffusion sous-surfacique est un effet de texture qui permet d'indiquer à la lumière qu'elle peut traverser la matière d'un objet, d'un volume. Donc j'avais montré ça en faisant un cube, je l'avais fait assez fin, on va mettre 2 cm comme ça. Donc c'est pas un plan, c'est bien un cube mais très fin. J'avais ajouté une source de lumière, mis d'un côté, ce qui fait que quand on fait le rendu on voit rien, sauf que si on se met du côté où la lumière est claire, on voit en fait le volume. Et donc on voyait que la lumière ne traversait pas le volume. En ajoutant une texture, comme ça marche toujours pas parce qu'il n'y a toujours pas l'effet. En ajoutant une texture et en mettant sur cette texture ici la luminescence, et dans la luminescence on ajoutait l'effet diffusion sous-surfacique. Voilà, juste en faisant ça, on pouvait voir que quand on faisait le rendu, la lumière traversait le volume en fonction de certains paramètres que l'on peut indiquer là-dedans dans les réglages ici et puis ici. Ça permet d'indiquer de combien de dans le volume la lumière peut traverser. Et donc ça c'est très bien pour permettre à la lumière de passer à travers des objets. Seulement la diffusion sous-surfacique, ça demande énormément de temps de rendu. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de temps de calcul. Alors généralement quand on l'utilise, on passe ici dans les paramètres de rendu, on passe ici en rendu physique, parce que le rendu physique est optimisé pour ce type d'effet. Et ensuite, il faut quand même un ordinateur assez puissant sur des scènes très compliquées. Et puis des fois, c'est pas très intéressant de ralentir énormément le temps de rendu à cause d'un effet comme ça qui va juste permettre à la lumière de traverser. Des fois, c'est très bien, ça permet de rajouter beaucoup de réalisme à une scène, mais des fois, on n'a pas besoin d'autant euh, de précision en fait dans le passage de la lumière à travers de l'objet. Et puis des fois on aimerait simplement avoir quelque chose de plus rapide à calculer, et puis on travaille pas forcément toujours sur des volumes. La diffusion sur sous-surfacique fonctionne sur des volumes. Ici, si je mets à la place du cube, si je mets un plan, je mets ma texture sur le plan, je vire le cube. Si je fais ça avec un plan, vous voyez que ça marche pas, parce que le plan a pas de volume. Ici, il n'y a pas d'épaisseur, c'est tout plat. Donc la diffusion sur sous-surfacique a quelques défauts. Elle est longue à calculer, elle fonctionne que sur des volumes. Elle n'est pas toujours le meilleur choix en fait pour ce genre d'effet. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien il y a une autre solution. Je retire tout ça. Un autre effet de texture qui utilise aussi la lumière, c'est le rétroéclairage. Et c'est l'effet qu'on va voir aujourd'hui. Alors cet effet de rétroéclairage ne fonctionne pas sur les volumes. Enfin, si, il fonctionne sur les volumes, mais il fonctionne mal sur les volumes. Pour les volumes, on utilise la diffusion sous-surfacique. Mais le rétroéclairage, lui, fonctionne très bien avec les polygones sans épaisseur, c'est-à-dire avec un plan, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme truc avec cet effet? On peut faire ce genre de choses. Ça, c'est une lanterne flottante, c'est-à-dire que c'est une lanterne en papier, avec une bougie au milieu, et puis on voit que la lumière de la bougie arrive à traverser un petit peu le papier, parce que c'est juste du papier, c'est très fin, et puis donc on a un effet un petit peu d'halo lumineux. Ici au centre c'est bien clair, et plus on va vers les angles, plus ça s'assombrit, parce que c'est les endroits où il y a de l'ombre. Ça c'est tiré d'un animé, donc c'est pas une photo, c'est un dessin, donc c'est pas réaliste, absolument correct au niveau de la réalité. Ici, ça a été triché un petit peu pour rendre ça plus joli. Ici par contre, c'est des photos. Donc là, toujours la même chose, c'est une lanterne en papier, c'est-à-dire que c'est un truc en papier avec une bougie au centre, et la bougie, on voit que la lumière traverse un petit peu le papier. Donc ici, on a d'autres exemples, ici encore ici, encore ici, et c'est pas seulement pour faire des lanternes en papier, bien sûr. Ici, par exemple, l'abat-jour de cette lampe, on voit l'ampoule, la lumière de l'ampoule qui traverse un petit peu. Bon bah ça peut se faire avec la diffusion sous-surfacique, mais comme c'est long à calculer,
le rétroéclairage ici fonctionne très bien pour ce genre de choses. Ici une lampe, alors là pareil, ici c'est un petit peu plus lumineux, disons. La lumière arrive à quand même à traverser un petit peu la partie ici semi-opaque. Ici un autre exemple, ce lustre là, ici on voit bien qu'il y a une lumière qui est placée ici derrière la partie solide, et donc on voit un petit peu la lumière. Ici pareil, les ampoules émettent de la lumière et éclairent un petit peu, donc la lumière traverse un peu. Donc ça, ce sont des genres de choses qu'on peut faire avec l'effet qu'on va voir aujourd'hui avec le rétroéclairage. Nous, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va simplement remodéliser cette lanterne en papier. C'est-à-dire que l'on va refaire le volume, qui est vraiment très basique, hein. C'est juste des cubes ici. Des cubes, il y a très peu de modélisation à faire. On va ajouter des plans pour avoir notre effet, pour positionner notre texture dessus. On va rajouter un petit kanji aussi que j'ai mis de côté. D'ailleurs, je vais vérifier si je l'ai toujours. Oui, le voilà. Tac. Alors, je vais le montrer. Voilà. Un kanji que j'ai téléchargé sur internet, ce qui veut dire Kami, en fait. Mon pseudo étant Kami Geek sur Minecraft et sur plein d'autres jeux. Kami signifie dieu, déité, divinité, esprit, ce genre de choses. Donc j'ai repris en fait ce kanji et c'est ce que je vais mettre en fait moi sur ma texture. Alors après vous mettez ce que vous voulez forcément. Ici on voit qu'il y a un petit décor un peu japonais, ici il y a des kanji, ici il y a des petits détails. J'irai pas aussi loin, je vais juste ajouter le kanji que j'ai téléchargé. Ensuite on ajoutera une lumière au centre qui génère des ombres. Et on va ensuite ajouter notre effet de texture pour obtenir cet effet ici plus lumineux au centre et puis un peu plus flou, un peu plus sombre sur les bords. Donc on va voir ça tout de suite dans Cinema 4D. Donc je passe dans Cinema 4D. Voilà, je passe dans Cinema 4D et on commence tout de suite la modélisation. La modélisation ici est pas compliquée du tout, c'est uniquement des cubes. C'est-à-dire que si on regarde vraiment le modèle, ici on a une base très cubique, on a ensuite une deuxième base, on va dire, en fait une sorte de coffrage, avec ici des montants et encore un autre coffrage. Donc c'est vraiment que des cubes. Et ici les parties en papier, c'est simplement des plans. On va simplement utiliser des plans, ça sera le plus simple. Donc je vais commencer par faire un cube. Voilà, que je vais me faire assez plat. Alors sur Y, je vais me baisser ça à 20 cm. Voilà, c'est bien. Je le mets au niveau du sol. On peut ajouter un léger biseau dessus. Alors quelque chose de vraiment léger, histoire juste de casser un peu les angles, mais sans que ça se voie trop. Je vais le dupliquer. Voilà. Alors, le premier, je vais l'appeler base. J'y touche plus, hein, il est fait. Comme j'ai dit, c'est vraiment très basique. Le deuxième, ça va être le coffrage. Alors je le renomme pas tout de suite parce qu'on va le modifier. Donc les noms vont changer. Le deuxième, le double, je vais retirer le biseau parce que sinon ça va me gêner. Je vais diminuer en fait ses dimensions. À la place de 200, ici on va mettre 180. On va essayer avec 180. Alors je vais un peu à tâtons, hein. C'est pas besoin d'être précis ici. En hauteur, je vais mettre 10 seulement. On va voir ce que ça donne. Je vais le faire ressortir un petit peu. Alors 10, c'est trop. Je vais mettre 8. 8. 8, ça a l'air pas mal. Et comme j'ai pas besoin en fait du centre ici, j'ai seulement besoin d'un léger coffrage. Je vais simplement rajouter des segments que je vais biseauter afin de les doubler et je vais ponter l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va faire ça tout de suite ici. Je rajoute un segment en X, donc à la place de 1, je mets 2. Et un segment en Z, à la place de 1, je mets 2. Voilà, ce qui me permet de faire des coupes comme ça. Je vais transformer cet objet-là, le cube 1, en objet éditable avec la touche C ou cette icône. Tac. Et ensuite, je passe ici en mode arrête. Pour sélectionner des arêtes, je fais UL pour sélectionner des boucles d'arêtes, donc UL, et je sélectionne cette première boucle. Et là, je vais faire un biseau, c'est-à-dire MS, et je vais cliquer déplacer pour déplacer en fait mes arêtes sur le bord. Je m'arrange pour qu'ici, avoir un décalage interne de 80. Alors là encore, ce seront des valeurs un peu au pif, je fais ça à l'œil. Hein. Donc
On regarde ce que ça donne, ça peut être plus fin, ça peut être plus épais, on voit ce qu'on peut faire. Ici 80, ça me semble bien. Ça me semble bien. Ensuite, je vais faire pareil avec l'autre coupe, donc UL pour de nouveau sélectionner des coupes, je sélectionne cette coupe là. MS pour faire de nouveau un biseau. Ici, je change rien, c'est déjà les bons réglages, je fais juste appliquer. Voilà. Et je clique dans le vide avec l'outil de sélection pour tout désélectionner. La partie centre, ici, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais passer ici en mode polygone. Outil de sélection, je vais sélectionner ce polygone et dessous le même polygone. Voilà, qui est bien dessous. Voilà. Parfait. Pour voir ce que je fais, je vais rendre ça transparent, c'est-à-dire qu'ici en affichage, je vais passer en affichage ligne. À la place d'ombrage de gouraud, je mets ligne. Comme ça, on voit à travers les objets. Et je vais utiliser l'outil ponter pour relier les deux polygones que j'ai sélectionnés. Donc l'outil ponter, c'est sa touche de raccourci, c'est la touche B. B comme bridge. Donc B, ça prend l'outil ponter. Et là, je peux mettre ici sur un angle du polygone que j'ai sélectionné, je clique, je reste cliqué et je descends vers le deuxième et je relâche. Alors je le fais bien ici, je l'ai mal fait parce qu'on voit que ça fait des triangles, donc je vais recommencer, je vais le faire dans le sens inverse, ici, et je remonte comme ça, tac. C'est pas bon, je vais essayer de le faire bien. Ah, faut pas... Ah, j'ai sélectionné trop de choses. J'ai tout désélectionné, je recommence. Ce polygone là, faut pas se tromper hein, quand on les sélectionne, et ce polygone là. Voilà, j'ai bien que deux polygones de sélectionner. Ici, deux. Donc touche B, ponter, clic, je descends, je relâche, et voilà. Et donc là, si je repasse en ombrage gouraud plus ligne même, on peut voir que ça a bien évidé le centre en fait de mon modèle. Alors je désélectionne tout, je repasse en mode modèle. Je vais positionner ce début de coffrage correctement. Donc je vais simplement le mettre sur la base, on va dire comme ça à peu près. Oui, il a l'air pas trop mal. Il a l'air bien placé. Je vais le dupliquer. Donc je le sélectionne, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V, ou alors j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je clique sur le cube, je le déplace et je relâche. Ça m'en fait un double. Ce double, on va le mettre un peu plus haut. Comme ça, alors on va le monter de, on va dire, 200 cm. 200 cm, c'est peut-être un peu trop 200. On va mettre 180. Oh, non, 200, allez, 200 cm. Je le fais bien. 200 et appliqué, voilà. Ouais, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Ces deux éléments cubes ici, il faut que maintenant que je fasse les montants, c'est-à-dire que c'est ici, j'ai le coffrage du haut, là. J'ai le coffrage du bas ici, qui fait ça, qui passe derrière, qui revient comme ça. Et il me manque les montants qui sont là. 1, 2, 3 et 4. Donc ces montants, il faut que simplement que je fasse en fait des cubes supplémentaires, mais beaucoup plus simple. Je vais simplement ponter les polygones des angles. Et pour pouvoir les rattacher, il faut que ces deux cubes soient un seul cube en fait. Donc je vais tous les deux les sélectionner. Voilà, cube 1 et cube. Je fais clic droit. Et ici je choisis connecter les objets plus supprimer. Voilà, ça rejoint tout en un seul élément. Que je peux nommer coffrage maintenant parce qu'il ne devrait plus changer de nom. Coffrage. Je vais passer ici en mode polygone, outil de sélection, et je vais sélectionner les polygones que je veux ponter. Donc alors on va commencer par ce duo. Alors j'ai besoin de sélectionner ce polygone là. Alors celui-là qui est sur l'angle. Alors ici il faut pas se tromper, il faut pas en sélectionner plus que nécessaire. Celui qui est ici. Alors celui-là. Ici j'ai 3 polygones de sélectionner. Celui-là. Comme ça j'en ai 4, c'est parfait. Et les mêmes sur ces faces-là. Donc c'est-à-dire celui-là. Celui-là. Voilà. Celui qui est ici là dans l'angle. Et celui qui est ici dans l'angle. Voilà, ce qui fait qu'ici j'ai polygone de sélectionner 8. Donc c'est bon, il y en a 4 en haut, 4 en bas. Et maintenant, je vais m'arranger pour à peu près tous les voir.
et je vais utiliser encore une fois l'outil ponter pour les relier et obtenir donc les montants qui me manquent. Alors on va faire ça de manière à tout bien voir. Voilà. Donc outil ponter, touche B. Je mets ici sur l'angle de ce polygone là, je clique, je reste cliqué et je descends jusqu'ici. Je relâche et ça ponte en fait les deux polygones. Ça crée un pont entre les deux polygones. Pareil là-bas avec ce polygone là. Voilà. Ce polygone là se relie à celui-ci. Et ce polygone là se relie à celui-ci. Voilà. Je vérifie tout est bon. Ça a l'air bon. Il n'y a pas de problème. Donc là, je peux désélectionner. Et j'ai fait le coffrage de notre future lampe flottante. Lanterne flottante. Maintenant, il me faut des plans pour faire les parties en papier. Parce que là, on a fait la partie en bois, la partie solide, très dure. Maintenant, il nous faut la partie en papier. Donc, on va créer un premier plan. Je vais mettre un segment de largeur, un segment de hauteur. Il n'a pas besoin d'être plus grand, peut-être plus détaillé. Il n'y a besoin que d'un seul segment. Je vais remonter comme ça. On va le mettre en orientation ici, -Z. Voilà. Je vais le déplacer ici sur un des côtés. Alors, je vais passer dans une vue comme ça va être plus pratique pour le positionner correctement. Voilà, et je le place à peu près au milieu du montant. C'est parfait. Je reviens dans cette vue-là. Là, il est bien passé, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de relief d'un côté. C'est pas un problème, c'est juste ce qu'il faut, quoi. Ici, je me mets dans cette vue-là, et puis on va changer un petit peu ses dimensions. On va le réduire comme ça. On va zoomer un peu, et le réduire comme ça. Voilà, de manière à ce qu'il se place correctement. Alors, on va essayer de le repositionner comme il faut. Ici, je vais monter ça un petit peu plus, à dire 100, 174, et je le repositionne, non, 176. Alors, c'est comme j'ai dit, hein, c'est toujours au pif. C'est au coup d'œil, on voit ce que ça donne, et puis on ajuste comme il faut. Ici, ça a l'air d'être bien. Voilà, donc là, j'ai fait juste un panneau. J'en fais qu'un seul pour le moment. Je vais le dupliquer une fois qu'il sera fini. Comme on va travailler sur la texture, on a besoin des textures. Donc, je vais avoir besoin de 3 textures. 3 textures parce qu'il y a aussi, ici, il y a de l'eau sur notre image. Je vais remontrer l'image. Ici, on voit, ça se reflète dans l'eau. On va faire cet effet-là aussi. Donc, je vais ajouter simplement un sol. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc, j'ai le sol, la partie en bois, la partie en papier. Donc, 3 textures. 1, 2 et 3. Alors la partie en eau, la partie en bois et la partie en papier. Alors on va mettre des couleurs de base pour le moment. La partie en bois, on va mettre juste un noir foncé, enfin un noir un peu plus clair. Voilà. Je l'applique pas tout de suite. La partie en papier, je vais charger ici dans couleur. Alors je retire la spécularité. Dans couleur, ici, je vais charger en fait mon image de Konji que je rappelle, qui est celle-là, trouvée sur internet, qui veut dire Camille. Donc je vais simplement la charger ici dans le champ texture. Voilà. Alors si vous avez sauvegardé votre fichier, vous mettez oui ici, ça l'enregistre en fait avec vos autres fichiers C4D. Moi je mets non parce que j'ai pas enregistré, j'ai pas intention d'enregistrer le truc, c'est pas nécessaire. Donc là ça me l'ajoute. Ici je vais mettre 100 pour éviter l'interpolation, l'anti-aliasing, etc. Parce que là la qualité est correcte. Je peux laisser MIP après tout, c'est pas bien gênant. Ici mode de fusion, je vais mettre produit. Alors pourquoi je mets produit? En fait, c'est tout bête, c'est parce que je vais ajouter d'autres effets et je veux que ça s'ajoute aux autres effets. Si je me laisse normal, ça peut me poser des soucis par la suite que ça se mette par-dessus mes autres effets. Donc, comme là on va travailler sur un effet qui se met dans la luminescence, je le mets en mode produit. C'est juste pour être tranquille. Donc là, je ferme ça, je mets ça sur le plan.
et je vérifie s'il est dans le bon sens. Chose qui est importante, il faut vérifier que c'est dans le bon sens quand on applique une texture. Parce que je rappelle que c'est un kanji, mais ça se lit dans un sens particulier. Donc là, je vérifie l'image d'origine, et ici l'image, c'est bon. Si c'est pas dans le bon sens, c'est peut-être parce que vous êtes trompé. Ici, vous avez mis par exemple plus Z. Si vous mettez plus Z, vous l'avez dans le mauvais sens. Alors vous mettez dans ce cas bien moins Z. Sinon, vous pouvez aussi simplement faire tourner le truc dans le sens que vous voulez pour le mettre dans le bon sens. Donc là, c'est bon, c'est dans le bon sens, c'est tout comme il faut. On va donc le dupliquer sur les autres côtés. Donc, je vais d'abord dupliquer ce plan. Alors, je fais un CTRL-clic déplacer, je relâche pour en avoir un double. Ce double, je le fais tourner de 180 degrés pour l'avoir totalement dans l'autre sens. Alors, 180 degrés. Et je vais le déplacer ici, sur l'autre côté. Alors, on va repasser dans cette vue-là pour bien voir ce qu'on fait. Je le positionne correctement, bien au centre. Voilà, enfin bien au centre, à peu près, hein, c'est pas besoin d'être super précis. Maintenant, ces deux plans, je les mets côte à côte, je les sélectionne, je fais CTRL-clic déplacer, c'est-à-dire j'en fais un double, et je les fais tourner de 90 degrés cette fois. Voilà, 90 degrés, afin de voir les parties manquantes. Et là, donc maintenant, j'ai mon kanji sur tous les côtés, qui est bien dans le bon sens. À noter que vous pouvez mettre des textures différentes hein, sur chaque côté, hein. On n'est pas obligé de mettre à chaque fois le même. Ici, moi, je simplifie pour que ce soit pas trop compliqué, pour que le tuto aille vite aussi. Maintenant, ici, si je suis mon rendu, j'ai un truc comme ça, tout moche. C'est une lanterne. C'est une lanterne, donc au milieu, forcément, il y a une lumière. Alors, on va ajouter une lumière. J'ajoute une lumière. Voilà, une lumière que je mets pas trop, ni trop bas. Je la mets bien dedans. Cette lumière génère des ombres. Donc ici, dans son type, c'est une omni. Dans son type, je mets masque d'ombre ombre diffuse. Je fais un petit rendu et puis on voit que la lumière ne traverse pas. La lumière ne traverse pas les parties en papier parce que justement la texture qu'on a fait ne permet pas à ce que ça traverse. On pourrait utiliser la diffusion sous surfacique, mais ça ne fonctionnerait pas bien parce que en fait on n'a pas mis d'épaisseur sur nos plans. Nos plans ce sont juste des polygones. Donc il faut qu'on utilise l'effet de rétroéclairage. Donc je vais aller ici ouvrir ma texture papier. Voilà, la texture papier. Et on va ajouter l'effet de rétroéclairage. C'est un effet qui joue avec la lumière. Donc dans ce cas-là, on l'ajoute dans la luminescence. Donc, ici dans le canal luminescence, je le sélectionne, je coche pour l'ajouter. Ça fait de la lumière, on voit. Et ici dans son champ texture, je clique sur la petite flèche, je vais dans effet, et là ça sort de la capture. Je peux pas le faire rentrer dans la capture, l'écran mon setup pour enregistrer est conçu de manière à ce que ça marche pas bêtement. Ça sort de la capture, mais c'est un peu plus bas. C'est écrit rétroéclairage sous proximal. Il y a ici masque de terrain, occlusion ambiante, ondulation, pixelisée, projecteur, proximal, rétroéclairage. Et après spectral et spline. Donc je choisis rétroéclairage. Rétroéclairage. Et ça m'ajoute donc l'effet. Et pour avoir les paramètres de l'effet, je clique sur rétroéclairage. Voilà, et donc là j'ai les paramètres de l'effet. Donc, ici, on va changer des choses. On va voir un petit peu à quoi ça sert tout ça. La couleur, c'est la couleur de la luminescence, c'est-à-dire la couleur du rétroéclairage. Donc ça doit être la couleur en fait de mon papier, ici du papier que j'ai choisi. C'est-à-dire ici une couleur légèrement orangée. Donc je vais cliquer ici sur le petit truc couleur et je peux choisir une couleur. Moi je vais faire choisir couleur écran et je vais aller chercher sur mon image ici un endroit où ça correspond. Donc choisir couleur écran et je vais aller cliquer. Voilà. Hop. Un orange comme ça. Voilà. Donc avec ces paramètres là. Je fais OK. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, on a l'algorithme. L'algorithme, il y en a deux. L'algorithme interne et Oren-Nayar. L'algorithme interne fonctionne très bien, c'est rapide à calculer.
Mais l'algorithme Oren-Nayar permet d'avoir une meilleure gestion des ombres et aussi d'ajouter, ici vous voyez que rugosité c'est grisé parce que je suis en mode interne. Si je mets Oren-Nayar, j'ai cette possibilité d'ajouter ici un paramètre de rugosité et c'est un petit plus. Donc je vais prendre Oren-Nayar. Donc deux algorithmes possibles, interne ou Oren-Nayar, et je conseille plutôt celui-ci. Ensuite ici, illumination. C'est en fait l'intensité avec laquelle la lumière va passer à travers l'objet. Ici on a un petit aperçu, si je mets 80% on a ça, si je mets 10% on peut voir que la lumière passe beaucoup moins. Donc ici on peut même le voir ici dans l'aperçu. Si je mets 50 on voit que ça passe un peu plus. Alors en fait, moi ici je pense que 90 ça devrait être pas mal. C'est le réglage que j'ai testé quand j'ai préparé le tutoriel et puis ça marchait plutôt bien. Donc on met 90. La rugosité ici on s'en occupe pas parce que de toute façon on va pas s'en... C'est juste une feuille de papier, on n'a pas besoin de travailler avec. Donc ici je laisse ça à 100%, c'est le réglage par défaut, c'est très bien. L'intensité des ombres, ici dans notre cas précis, il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire qu'entre la lumière et les plans de papier, il n'y a rien. Donc la lumière ne projette pas d'ombre sur le papier. Par contre, si vous voulez faire une scène où vous avez un objet entre votre lumière et l'élément sur lequel vous mettez cet effet de texture, et que la lumière projette des ombres, façon ombre chinoise, dans ce cas-là, ici l'intensité des ombres permet de gérer ça. Ici, vous voyez l'aperçu, il y a en fait un élément, un tore, c'est-à-dire un donut, derrière le plan. Et donc si je mets ça à 10%, on voit que l'ombre ne passe quasiment pas. Si je mets ça à 100%, on voit que l'ombre passe énormément. Donc ça permet justement de gérer l'intensité de l'ombre qui est projetée à travers le papier. C'est-à-dire l'ombre qui est derrière l'élément sur lequel on met cette texture sera plus ou moins intense en fonction de ce réglage. Par défaut, c'est 60. Ici, comme il n'y a pas d'ombre utilisée, je peux laisser 60, ça gêne pas. L'écrêtage va nous permettre d'accentuer un petit peu les choses, et ici le contraste va justement nous permettre d'augmenter le contraste des ombres. Par exemple ici il est à 0%, si je mets ça à 100, c'est voir que c'est beaucoup plus rouge, parce que c'est beaucoup plus fort. Si je mets ça à 50, ça s'atténue légèrement. Donc ici, dans mes tests pré-tuto, préparation du tuto, j'avais choisi 12, il me semblait que ça passait bien. On va le voir après au rendu. Donc là, je laisse ces réglages-là et je fais simplement un petit rendu pour voir ce que ça donne. Et ici, on voit que la lumière passe effectivement un petit peu. Et au centre, c'est un petit peu plus clair. Et sur les côtés, ici, c'est un peu plus foncé. Par contre, vous pouvez voir que ici, notre kanji a totalement disparu. Il est bien pourtant sur notre texture, il est dans la couleur, etc. Mais on ne le voit pas ici. Parce qu'en fait, l'illumination globale prend le pas par-dessus la couleur. Alors c'est bien, on le voit à l'intérieur, mais on le voit pas à l'extérieur. Comment on va arranger ça? Je retourne dans mon canal luminescence, là il y a toujours rétroéclairage, et je vais me passer ça dans un calque. C'est-à-dire qu'ici je clique sur cette petite icône, la petite flèche, et ici je choisis calque. Calque. Comme ça maintenant ce n'est plus rétroéclairage, mais c'est calque qui est indiqué. Je clique dessus, j'ai toujours mon rétroéclairage qui est ici, et je peux ajouter d'autres calques par-dessus. Je vais en ajouter un, je vais ajouter un calque matière, et ici je choisis image bitmap, et je vais chercher l'image que j'ai chargée dans le canal couleur. Donc celle-ci. Voilà, celle-ci. Et comme je veux qu'elle s'ajoute en fait au rétroéclairage, ici, à la place de normal, je vais la mettre en mode produit. Comme je l'ai fait dans couleur. Comme ça, elle se met par-dessus. On peut fermer ça et on regarde ce que ça donne. Et là, j'ai effectivement le kanji qui s'affiche et j'ai toujours ma lumière bien comme il faut. Par contre, à l'intérieur, on voit que c'est blanc. C'est blanc parce qu'en fait, l'intérieur, c'est pas la luminescence qui gère ça, ça va être le canal couleur. Donc ici, je retourne dans mon calque. Je vais ici mettre toutes les couleurs. Alors cette couleur-là et cette couleur-là, pour être sûr, je vais les mettre de la couleur que j'ai besoin. Donc ici, je clique là-dessus, je vais choisir ma couleur un peu orangée. Si je fais mon rendu, on voit que c'est toujours blanc parce que c'est pas celle-là qui gère l'intérieur. Et ici couleur, pareil, je clique là-dessus, je vais chercher ma couleur un peu orangée.
Voilà, et là quand je fais mon rendu, on voit que c'est parfait, c'est la bonne couleur. Donc là j'ai déjà réglé un petit peu le problème. Maintenant on retourne dans la luminescence, dans Calque. Ici on peut voir qu'on a fait, je peux rouvrir le rétroéclairage ici, on peut voir qu'on a fait tous les réglages qu'il faut, mais seulement on est encore loin du résultat qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire celui-ci avec beaucoup de lumière au milieu, et puis des ombres beaucoup plus fortes, enfin des parties ombrées, des parties plus foncées sur les angles. Comment ça se fait qu'ici j'ai pas la même chose? Simplement parce que ici j'ai mis une petite lumière omni qui n'a pas en fait d'atténuation. C'est-à-dire qu'ici notre lumière éclaire assez uniformément en fait. Donc je vais arranger un petit peu tout ça. Les plans je vais les mettre en fond du coffrage, le coffrage en fond de la base. Voilà. La lumière je vais la mettre en fond du coffrage aussi. Voilà, sur le tout groupé. Je sélectionne ma lumière. Je vais ici dans l'onglet détail, dans ces paramètres, et je vais ajouter en fait ici une atténuation, afin de mieux contrôler en fait la zone qui est éclairée et la zone qui l'est moins. Donc je vais simplement ici dans atténuation mettre carré inverse physiquement précis, parce que c'est le meilleur choix dans mon cas. Quand je fais ça, vous voyez que ça m'ajoute en fait une sorte de grosse sphère qui indique en fait la zone qui est éclairée par cette lumière. Cette lumière, ici, éclaire toute cette zone, et au-delà de cette zone, elle éclaire beaucoup moins. Donc ça, je peux le modifier. C'est une chance. Une fois que j'ai mis carré inverse physiquement précis ici, et j'ai des petites poignées oranges, je peux cliquer sur une poignée orange, diminuer ça considérablement. Alors je m'arrange pour que ça passe à peu près comme ça. C'est-à-dire que ça dépasse légèrement, que ça englobe quand même le truc, mais que ça dépasse légèrement. Si je fais un rendu ici, on voit que ça fait déjà un petit peu plus proche de notre exemple ici. En fait, la différence, c'est que la lumière n'est pas placée au même endroit. Donc je vais simplement sélectionner ma lumière en mode modèle et la remonter légèrement. Comme ça. Si je fais mon rendu, c'est un petit peu mieux. Ici sur les côtés, on a bien la partie plus sombre. Et ici au centre, on a bien la partie plus claire. On peut accentuer encore l'effet. C'est-à-dire qu'ici, ma lumière, je vais simplement retourner dans Généralité. Et ici, à la place de 100%, je vais booster ça à, on va dire, 120%. Comme ça, je force un petit peu sa puissance. Je fais mon rendu et on voit ce qu'on ça donne. Ici, c'est beaucoup plus clair au centre et toujours un petit peu sombre sur les côtés. On peut jouer un petit peu avec tout ça. Je retourne dans ma texture, dans la luminescence, dans le calque, dans le rétroéclairage, et ici je peux jouer un petit peu avec tous les réglages pour justement obtenir plus que ce que je cherche. Par exemple ici on peut augmenter le contraste, par exemple à 15, voilà, pour avoir des choses un peu plus foncées ici, ou au contraire le diminuer pour avoir des choses plus moins accentuées. Donc 5 moins accentué, 15 plus accentué. Voilà, plus foncé. Et on peut augmenter ça de beaucoup si on veut. Vous voyez, ici c'est encore beaucoup plus sombre. Alors, dans mes réglages 12, ça me semblait bien. Ici, je pense que c'est pas mal. Après, on peut aussi jouer avec la position de la lumière. Si on la met plus haut, c'est plus foncé vers le bas et plus clair vers le haut. Et si au contraire on la met plus bas, on obtient l'inverse. Forcément. On peut aussi jouer ici avec la taille de l'atténuation, l'augmenter un petit peu ou la diminuer. Voilà. Chose que l'on peut faire aussi si on veut accentuer encore l'effet. Dans la lumière, dans détail, on peut ici cocher écrêtage de proximité et écrêtage distant, qui va nous donner en fait deux autres possibilités de paramètres. Donc si je coche écrêtage distant, vous voyez que j'ai une sphère supplémentaire que je peux agrandir. Voilà. Vous voyez, qui indique en fait jusqu'où ça éclaire réellement. Et l'éclairage de proximité, pareil, j'ai encore des sphères ici que je peux agrandir. Et comme ça, j'ai plusieurs éléments de contrôle pour gérer un petit peu tout ça. Ici, moi je les mets pas. Après, vous pouvez jouer avec, hein, vous voyez qu'il y a des réglages ici, vous pouvez ajuster ça comme vous voulez. Par exemple, un truc comme ça. Un truc comme ça, et puis essayer de trouver en fait le bon réglage qui vous convient.
je pense pas que je vais les laisser. On va voir. Je vais essayer de faire ça quand même, histoire de bien montrer ce que ça donne. Celui-là, si ça meurt un petit peu ici, voilà, c'est pas tout à fait comme j'aimerais. On va réduire un petit peu ça, augmenter un peu ça, augmenter un peu là. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de réglages possibles. Et on peut comme ça essayer de trouver le truc qui nous plaît. On peut en activer qu'un seul si on veut, seulement celui-là ou seulement celui-là en fonction de ce que l'on veut gérer. Ici, si je retire tout, je pense que c'est pas mal. Là, on est quand même sur quelque chose qui est pas mal. On peut jouer encore avec celui-là, toujours. J'essaie de trouver le réglage qui me convient le plus. Un peu plus bas peut-être, ou un peu plus haut au contraire. Un peu plus haut, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, on a notre texture de fait. Je remontre un petit peu tout. Ici, la couleur, je l'ai mis en produit. J'ai mis la couleur ici et j'ai mon kanji dedans. La luminescence, qui est en calque, avec la couleur ici. Dans le calque, j'ai mon bitmap, donc mon kanji en mode produit. J'ai l'élément rétroéclairage, l'effet rétroéclairage en mode normal avec sa couleur ici et ces paramètres là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore les choses? On peut, vu que c'est du papier, on peut peut-être ajouter un petit effet de grain afin que ça soit pas trop lisse. Comment on va faire ça? On va aller ajouter ici du relief sur notre texture. Donc je coche relief. Dans le canal relief, je vais simplement charger ici un bruit. Donc je vais charger un bruit. Il n'a pas besoin d'être très fort, donc ici 14%, 15%, 12%, vous voyez un petit peu comme vous voulez. Ici je clique sur bruit et on va choisir un bruit. Alors dans mes réglages pré-tuto, tous mes essais, je me suis rendu compte que le bruit éraflure passait assez bien. Donc éraflure, voilà. Ici en diminuant son échelle, je vais mettre 15. Quand on diminue l'échelle d'un bruit, je conseille aussi d'adapter le delta au même réglage. Donc ici j'ai mis 15%, ici je mets 15%. Je montrerai pourquoi après, sur une autre texture. Ici, donc 15%, c'est pas mal, ça donne ce genre de choses. En éraflure, on va regarder ce que ça donne. Voilà, si je fais un zoom dessus, vous voyez que ça ajoute un léger bruit, un léger grain. Vous voyez, sans le bruit. C'est tout lisse avec le bruit. Ici, vous voyez que ça fait des petits points, ça fait des petits grains. Vous voyez, ça fait un petit peu papier. Donc ça passe un petit peu mieux. Donc là, c'est parfait. Ma texture est faite, j'ai la lumière, j'ai tout ce qu'il faut. On va ajouter une texture bois peut-être pour la partie bois. Donc ici j'avais mis une texture bois, je vais mettre ça sur la base. Comme ça s'applique sur tout l'élément qui n'a pas la texture papier. Je vais l'ouvrir, cette texture bois, on va charger dedans, dans couleur, on va charger une image de bois. Alors je vais aller chercher ça dans mes textures. Alors voilà, mes textures. Bois. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une texture de bois le plus neutre possible. Alors, un truc tout basique comme ça, ce genre de choses, le plus simple possible. On va dire, voyons, je cherche. Qu'est-ce qui pourrait passer bien? Ça, châtaignier. On va prendre ça. Celle-là ou celle-là peut-être. Bois 013 bois. Ça. Alors, je vais chercher mes textures sur CG Texture, hein, si vous ne le savez plus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je charge ça ici. Voilà. Et comme c'est un peu clair, quand je suis rendu, c'est un petit peu clair. Alors, ici, il manque des lumières, donc ça se voit pas bien. Mais ici, vous voyez que c'est quand même assez clair. Je vais simplement mettre ça dans un calque. Calque. Voilà. J'ouvre le calque. Et ici, je peux ajouter un autre élément. Alors, je vais ajouter une matière couleur. Je pourrais le faire autrement, mais j'aime bien le faire comme ça. En couleur, ici, je vais prendre une couleur assez sombre. Alors, presque noire. Voilà, je remonte d'un cran. Ici, je mets ça en mode produit.
Voilà. Et ensuite ici, on va jouer un petit peu avec ici le pourcentage de fusion. Vous voyez que 100, j'ai un bois très clair, et en rajoutant une couleur sombre par-dessus, j'obtiens un bois assez foncé. Voilà. Comme ça passe plutôt bien. Il faut que j'éclaire en fait ma scène. Donc je vais simplement ajouter une autre lumière. Donc tout ça je peux le minimiser, oui, je n'ai plus besoin. Je vais ajouter ici un éclairage de surface. Voilà, que je vais mettre un petit peu en hauteur. Je vais le faire tourner comme ça. Un petit peu comme ça. Un petit peu plus en arrière. Cette lumière, on va la diminuer ici au niveau de son intensité. On va lui demander à avoir des ombres. Masque d'ombre, on voit diffuse. Quand je fais comme ça éclaire un petit peu mon truc, c'est parfait. Je vais la positionner un petit peu, alors, plus par là, et tourner comme ça. Parfait. Là, un petit rendu, ça passe plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. On va regarder ça un peu mieux. Le bois ici, je voulais un truc bien foncé, mais j'ai l'impression que ça va pas tout à fait comme je veux. Donc ici, je vais sélectionner ça et je vais passer ça en mode cubique. Donc ce que ça donne, oui, on voit quand même que c'est du bois. Ça passe un peu mieux. On va garder ça comme ça. Maintenant, il faut que j'ajoute ici l'eau. Donc, j'ai une texture pour, je la mets sur le sol. Cette texture, on va la faire assez sombre. C'est de l'eau, donc c'est de l'eau et c'est une scène de nuit, donc un bleu de nuit très foncé. Si je regarde ici sur mon image, on voit qu'il y a un reflet dedans. Le reflet, c'est simplement un bruit. Je vais simplement mettre un bruit. Je vais mettre de la réflexion, bien sûr. Mais si je mets juste de la réflexion comme ça, on va dire 12% de réflexion. Là, j'ai le truc qui se reflète, mais on va mettre un peu plus, peut-être 15 de réflexion. Ça se reflète, mais vous voyez que ça se reflète trop parfaitement. Donc pour éviter ça, ici je vais cocher relief, et ici dans la texture, j'ajoute un bruit. Un bruit, que je laisse ça comme ça. Et dans bruit ici, je vais simplement modifier quelques petites choses. Ici, tout à l'heure, j'ai dit que quand on changeait d'échelle globale, il fallait aussi changer le delta, afin que la déformation du bruit avec sa taille échelle globale coïncide en fait avec ici la valeur delta. Si je fais un rendu ici avec les 100% O2, on voit que c'est très déformé. Ici l'échelle globale, je vais mettre 500. Donc ici j'ai un bruit beaucoup plus diffus si je fais un rendu, et je vais mettre 500 ici aussi. Si je fais un rendu, on voit que comme les deux sont en accord, ici j'ai mis 500, ici j'ai mis 500, j'ai aussi un truc très flou partout, très brouillé. Si dans le delta je mets seulement 100, c'est-à-dire que si je diminue le delta par rapport à l'échelle globale, ici j'ai moins de déformation. Vous voyez, ici c'est avec 100, ici c'est avec 500. Alors généralement quand on utilise du relief et qu'on booste l'échelle globale, on s'accorde pour que le delta coïncide afin justement de garder le niveau de détail. Ici, comme je veux pas justement garder le niveau de détail, comme je veux que ça reste ce flou, mais qu'on puisse quand même voir la déformation, on voit bien que c'est la lumière du haut. Ici, je vais pas booster le delta, je vais volontairement le laisser bas. Enfin, le laisser bas à 100%, ce qui me permet ici d'avoir, vous voyez, cette déformation différente. Ici, on va changer peut-être un peu le bruit, on peut peut-être essayer d'autres types de bruit pour voir ce que ça peut donner. Turbulence turbulence toute bête, ça donne quoi? Non. Turbulence déplacée, ça donne quoi? Ouais, non. On va en essayer plusieurs. Hein. Mouvement fractal. Mouvement fractal, ça ressemble un petit peu à de l'eau. Ça pourrait coller. On va essayer, alors, j'essaye un petit peu tout. Turbulence déplacée. Gazeux, feu. On va essayer de trouver quelque chose qui colle bien. Le bruit tout bête, peut-être. Si je laisse un simple bruit. Ah.
turbulence, bruit VL. Ouais, c'est pas mal ça. Ça passe assez bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Turbulence ondulatoire. Ouais. Ça peut le faire. Convulsion éparse, peut-être. Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, il faut voir. Donc, je vais en choisir un. Bon, on va peut-être laisser un bruit tout bête. Bruit VL, bruit. Voilà, un bruit tout bête. Et puis, voir ce que ça donne. Comme ça. Voilà. Et on prend notre image de référence. Alors, le but n'est pas de refaire exactement la même image. Hein. C'est de s'en inspirer. Hein. Ici, ouais, c'est pas trop mal. Ici, on voit que c'est quand même moins... C'est plus regroupé, en fait. Alors qu'ici, c'est plus déformé. Donc, en diminuant encore le delta à la place de 100 mètres 50, je vais obtenir quelque chose de moins déformé. Voilà. Si je mets, par exemple, 20. Voilà, là, ça se déforme beaucoup moins. Donc, on va essayer de trouver le bon réglage. Faut quand même que ça soit quand même un peu déformé. 60, ça a l'air pas mal. Donc 60, c'est pas mal. Ouais. Donc là, j'ai ma petite scène de fête. Alors, je vais me positionner correctement. On va mettre ça à peu près comme ça. Voyons ce que ça donne. Oui, un petit peu plus en arrière. La lumière ici, je vais la mettre un peu plus en arrière aussi. Voilà. Cette lumière-là a peut-être pas forcément besoin d'émettre des ombres. Je vais le laisser quand même, mais ici, je vais baisser son intensité. Voilà, c'est comme une scène de nuit. Comme j'en veux plusieurs, parce que ici on en a quand même plusieurs d'ajouter, donc ça fait un petit peu mieux. Je vais simplement sélectionner ici la base. Je vais la renommer d'ailleurs en lanterne. Lanterne. Je la sélectionne et ici, dans cette icône, je vais chercher ici instance, qui va offrir en fait un double parfait que je peux placer où je veux. Alors je vais la placer ici. Pas en hauteur seulement sur ces deux axes-là. Je vais la placer ici. Je vais la faire tourner un petit peu. Ce qui est bien d'utiliser des instances, c'est que si je modifie l'original, l'instance sera modifiée aussi. Je vais en faire un double. Voilà. Ce double, on va aller le déplacer par là. On va le faire tourner aussi un petit peu, il n'y a pas de raison. Comme ça. Voilà, petit rendu. Et là, j'ai une scène qui est plutôt crédible, qui est pas mal. Ça passe plutôt bien. Et on a utilisé l'effet rétroéclairage pour que la lumière de notre lampe, de notre Omni au centre de la lanterne traverse en fait la matière. Vous voyez que par rapport à la diffusion sous surfacide qui est très lente à calculer, ici c'est très rapide. Vous voyez ici j'ai quasiment pas mis de temps, j'ai trois sources de lumière pour les lanternes, plus une autre source de lumière, il y a des ombres un peu partout, et il y a l'effet et ça passe très bien. Donc ça c'est nickel. Cet effet de rétroéclairage sert aussi pour d'autres choses. Alors on va voir ça tout de suite. J'ai dit que quand on a vu les réglages, qu'il y avait un paramètre pour les ombres. Et donc on peut donc utiliser ça pour projeter une ombre à travers de la matière. Ça projette pas seulement l'illumination, pas seulement la lumière, mais aussi l'ombre. Par exemple, on peut avoir tout à fait un plan. Imaginez peut-être un drap qui sèche au soleil, ou une toile de tente, ou des rideaux par exemple. Je vais mettre un segment, voilà. Vous avez un objet entre... alors je vais pas le faire trop grand. Un objet entre cette toile de tente et puis... ou ce drap et puis votre lumière. Vous avez une lumière donc. Une lumière, voilà. Une lumière qui génère des ombres. Alors j'espère que... je vais faire ça bien. Voilà, une lumière qui génère des ombres. Quand on fait ça comme ça, on a effectivement l'ombre ici du tube sur notre plan. Si je me mets de ce côté-là, ça ne traverse pas forcément, donc j'ajoute ma texture sur le plan, avec dans la luminescence l'effet rétroéclairage. Alors on va chercher effet rétroéclairage, voilà.
Et quand je fais mon rendu, ici on voit que l'ombre traverse tout comme la lumière, c'est-à-dire qu'ici c'est blanc parce que c'est éclairé de l'autre côté de ce plan, et ici on voit que l'ombre du cube est projetée aussi. Alors si vous avez par exemple une tente avec un personnage à l'intérieur et que vous voulez que l'ombre du personnage soit affichée sur le tissu de la tente, cet effet-là est parfait. Si vous avez un drap avec quelqu'un derrière le drap, peut-être deux enfants qui jouent par exemple, et puis il y a la lumière du soleil, et puis vous voulez voir l'ombre en ombre chinoise des deux enfants par exemple, c'est le genre de choses qui fonctionne très bien. Ou alors derrière une vitre un peu opaque d'un bureau, et puis vous voulez voir des ombres qui passent, etc. Ça se fait comme ça. Et ici, vous voyez que l'intensité des ombres, qui est à 60% par défaut, c'est ce qui permet justement de gérer l'intensité de cette ombre. Si je la mets à 20%, ici l'ombre est beaucoup plus atténuée. Si je la mets à 100%, elle est beaucoup plus foncée. Voilà. Donc ça, c'est l'intensité des ombres, ça sert à ça. Donc on peut gérer à la fois la lumière, mais les ombres. Ensuite, j'ai dit que... Je vais effacer tout ça. Voilà. J'ai dit que cet effet fonctionnait très bien avec les polygones et moins bien avec les volumes. La diffusion sous surface, elle fonctionne parfaitement avec les volumes, c'est fait pour. Ici, j'ai une source de lumière par exemple, et je vais faire une forme un petit peu bizarre. Alors je vais utiliser des sphères pour ça. Je vais retirer la lumière d'ailleurs. On va faire d'abord la forme. Alors une sphère, une deuxième comme ça, puis une troisième comme ça. On va pas les faire trop grandes. Voilà, on va les mettre dans un élément Metaball pour avoir une forme un petit peu bizarre. Alors, ici, Metaball, on met nos trois sphères dedans. Ça pourrait être autre chose qu'une ce type de forme. Ici, 5, voilà, pour avoir une forme plus ou moins étrange. On va essayer de gérer ça correctement. Voilà. Cette sphère-là, est un petit peu plus bas, un petit peu plus grande. Voilà, j'ai une forme un peu bizarre. Je vais rendre ça éditable. Ça pourrait être totalement autre chose. Ça fait beaucoup de polygones, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, cet effet fonctionne mal avec les volumes. C'est-à-dire que si je mets cet effet derrière un volume et que je mets ma texture sur le volume, luminescence, effet, rétroéclairage, voilà. Je vais prendre l'algorithme Oren-Nayar. Si je fais mon rendu comme ça, on voit que ça passe quand même, mais contrairement à l'illumination sous surfacique, il n'y a pas en fait de gestion de la profondeur jusqu'à combien ça passe. Donc ici en fait ça passe, mais ça passe mal. Ça passe à travers la première couche de polygone, et puis à l'intérieur ça n'a pas vraiment d'effet, ça passe moyennement à la deuxième couche de polygone. Donc la lumière arrive quand même à éclairer d'un côté, arrive à passer à l'intérieur, et arrive quand même à repasser un petit peu à l'extérieur, mais c'est pas tout à fait ça. Par contre, chose intéressante, si cette lumière, je la mets à l'intérieur du polygone, à l'intérieur du modèle, de l'objet, voilà, si cette lumière, je la mets à l'intérieur, alors, j'ai bien mis à l'intérieur, oui. Donc là, c'est tout à fait autre chose, parce que là, la lumière traverse qu'une seule couche de polygone dans tous les sens. Et donc dans ce cas-là, on a quelque chose qui est plus intéressant. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'il y a effectivement une impression de plus de lumière ici et de moins de lumière ici et ici, parce que justement la lumière est plus proche de ces polygones-là que des autres polygones. Donc en faisant ça, on peut obtenir en fait des effets plus ou moins intéressants, on peut créer des objets qui donnent l'impression d'être lumineux. Par exemple, une ampoule qui serait allumée. Si je booste en fait la lumière ici, à 120, on va lui demander de générer des ombres, voilà, même s'il n'y a pas d'ombre. On va lui donner une couleur à cette lumière, on va lui donner une couleur un peu bleutée, voilà. Et là, on obtient des effets plus ou moins intéressants. On va même mettre plusieurs lumières, hein, il n'y a aucun souci. On va mettre une deuxième lumière ici. Voilà, et cette deuxième lumière, on va lui donner une autre couleur, tant qu'à faire. Voilà, et donc là, on a deux trucs. Alors, une couleur un peu plus sympa quand même. Essayer de trouver un truc qui passe un peu mieux. Ah, c'est pas mal. Et encore une autre, pourquoi pas, qu'on va mettre plutôt ici. Voilà, on va même plutôt dans les verts, un peu plus vifs. Voilà, et comme ça on peut obtenir des formes
qui donne l'impression d'une lumière, d'émettre de la lumière, parce qu'il y a de la lumière à l'intérieur et la lumière arrive quand même à traverser. Par exemple, une ampoule qui sera allumée, vous la faites toute blanche, vous la modélisez normalement, vous mettez votre lumière à l'intérieur, et avec cet effet de texture, vous arrivez quand même à donner l'impression qu'elle est allumée. Il y a des jouets pour enfants qui éclairent dans la nuit. Ce genre de choses fait exactement la même chose. Ici, on a exactement le même principe, le même effet. Donc, on peut quand même faire des choses intéressantes avec ça. La lumière, là, pourrait même être enfant d'un émetteur, et l'émetteur émettrait de la lumière qui bougerait en fait à l'intérieur du modèle et pourrait donner des effets plus ou moins intéressants. Donc, on a quelque chose qui est quand même très utile, très intéressant pour créer des effets plus ou moins évolués. Et c'est vraiment très simple à utiliser, hein. Vous avez vu que c'est juste en fait un effet que l'on met dans la luminescence, et cet effet a comme assez peu de paramètres, donc on peut comme jouer avec, voir un peu ce que ça donne facilement, et à tâtons en fait trouver en fait le bon réglage. Ici mes lumières, je pourrais tout à fait aussi leur demander à avoir hop, une dimension, enfin une atténuation, comme ça, on va essayer de faire ça assez bien. Voilà. Et là, je peux obtenir quand même des choses intéressantes. Vous voyez que ça se mélange à certains endroits, ça se mélange pas à d'autres, etc. Et on peut obtenir des choses très bien. Le vert, peut-être plutôt le faire en blanc. Voilà. Voilà. Et puis plutôt le déplacer sur le milieu, peut-être. Comme ça, afin d'atténuer un petit peu les autres. On peut voir, d'y jouer un petit peu avec sa force, tac, essayer de retrouver en fait le bon réglage. Et comme j'ai dit, hein, si vous voulez faire une ampoule, bah vous voyez, je désactive deux lumières ici, j'en laisse qu'une seule, et vous voyez qu'on a un effet d'halo en fait qui donne l'impression qu'il y a effectivement un filament à l'intérieur, que ça pourrait être une ampoule, par exemple. Ça serait très simple à faire en fait. Et puis au niveau du temps de rendu, hein, vous voyez que c'est très très bas, c'est-à-dire que c'est quasiment instant, et que ça passe vraiment très bien. Voilà, tac. Je trouve que l'effet est plutôt sympa. Et donc je reviens en fait sur ma scène, comme ça. Vous voyez que ici, à travers le papier, on peut obtenir un effet de lumière aussi. En gérant un peu plus les réglages, on peut obtenir des choses plus ou moins crédibles, plus ou moins intéressantes. Et c'est très simple à utiliser. Voilà, ça c'était l'effet de rétroéclairage. C'était le tutoriel de cette semaine. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.